Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Qu'ils soient artistes, penseurs, entrepreneurs ou rêveurs, mes invités ont une chose en commun, une chose rare, l'excellence, une excellence incarnée, vécue, engagée. Bienvenue à toutes et tous dans C'est Excellent. C'est une figure emblématique du théâtre français, mais aussi de nos salles obscures, qui continue de briller sur scène à 98 ans. 3 fois récompensée par un Molière, Judith Magre est célébrée pour sa manière d'habiter les mots jusqu'à leur dernière nuance. Judith, vous êtes donc sur scène à nouveau, et c'est pas rien, vous êtes à l'affiche de Judith Magre dit Apollinaire, au théâtre de Poche-Montparnasse. C'est à Paris, en duo avec Éric Nolot, qui a aussi travaillé à la conception du spectacle, et c'est tous les lundis jusqu'au 7 juillet. Vous allez nous raconter tout cela, et plus encore, on l'espère, bienvenue. Merci. Avec plaisir. Artiste total, Philippe Perrin façonne un univers à la fois brutal et poétique, où l'objet, qu'il soit arme, icône religieuse ou image volée, devient le vecteur d'une révolte esthétique et existentielle. Philippe, cette révolte, elle résonne musicalement chez vous aussi. Avec Punk Flamingo, votre nouvel album rock, signé Philippe Perrin Project, vous nous dévoilez une facette rageuse et vibrante, entre hommages musicaux, fulgurances sonores et textes personnels portés par votre voix grave et écorchée. Ça déménage. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Allez, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez C'est Excellent, ça commence maintenant. Alors, Judith Magre. Oui. Comme je le disais, vous êtes donc à l'affiche de Judith Magre dit Apollinaire. C'est tous les lundis jusqu'au 7 juillet, c'est au théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. Vous êtes sur scène avec Éric Nolot. Alors, j'avais envie de dire la première question, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prêter votre voix à Guillaume Apollinaire ? Parce que je savais que Philippe Tesson, oui, qui a été quelqu'un que j'ai bien connu et adoré, d'ailleurs j'adore toute la famille Tesson, aimait beaucoup Apollinaire. Et puis il a fallu un jour que je dise, j'avais récité Racine, après Baudelaire, il fallait trouver quelque chose. Alors j'ai dit, Apollinaire. D'accord. On a dit, d'accord, Apollinaire, d'accord. Apollinaire qui était un poète aussi engagé finalement. Pour interpréter une œuvre comme la sienne, qu'est-ce que vous cherchez d'abord ? Le rythme ? C'est l'émotion ? C'est le souffle ? Par quoi vous commencez quand vous dites ces textes ? Comment ? Je ne comprends pas ce que vous... Quand vous travaillez sur un texte ? Quand vous interprétez une œuvre poétique comme celle d'Apollinaire. Comme je sais lire. Oui. Je lis. Et puis, quand on lit, voilà, ça y est, c'est fini. Ah, d'accord. Ça Donc, sur scène, il n'y a pas un rythme particulier que vous travaillez pour dire le texte ? Non. Non, d'accord. Non, je lis le truc, et puis si on veut me faire des remarques, on me les fait. J'accepte toutes les critiques, toutes les remarques. En général, les gens sont assez indulgents. Ils se disent, cette pauvre femme, il faut bien que... Vous exagérez un petit peu, Judith, là, quand même. C'est pas parce qu'on a le même prénom qu'il faut exagérer comme ça. Alors, il y a un texte en particulier que vous aimez, qui vous bouleverse quand vous le déclamez dans tous ces textes de ce grand poète. Écoutez, à partir du moment où je veux faire quelque chose, c'est que ça me plaît. Oui. Mais il n'y en a pas un parmi les autres qui vous plaît, plus que les autres. Non, et puis je suis très contente de faire ça avec Éric Nolot. Oui. Il a écrit un texte sur Apollinaire absolument formidable. Oui. On s'entend bien, je suis très contente, je suis dans un théâtre que j'aime, avec la famille Tesson, avec Stéphanie, avec Éric, et je dis Apollinaire, je suis contente. D'accord. Et c'est Éric qui est venu vous proposer le projet ? Comment ça s'est passé ? Non, j'avais jamais... Je connaissais Éric par la télévision, mais je ne le connaissais pas tellement... Enfin, si, je l'avais rencontré il y a très, 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 très longtemps. Mais le projet, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Et tout à coup, je me suis dit, tiens, Philippe Tesson, il aimait Apollinaire. J'ai dit, Apollinaire... Et puis voilà. Comment vous l'avez rencontré, Éric Nolot, Judith Magre ? Autrefois, je l'ai connu chez Ruquier. D'accord. Et puis là, je sais pas, ça s'est fait comme ça. D'accord. On m'a dit, tu fais ça avec Éric Nolot. J'ai dit, chic, alors c'est formidable. Il a fait un texte absolument merveilleux. On s'entend très bien. C'est même très gai. Donc, je suis très contente. Et ce qui est drôle, si on vous écoute, c'est que tout est par hasard, en fait.
Oui, D'accord. absolument. Est-ce que ça résume la manière dont vous avez mené votre carrière aussi, par hasard? D'abord, j'ai pas fait une carrière. Ah bah si, quand même. Oui, enfin bon, j'ai fait des trucs, j'ai travaillé. Un petit J'ai peu quand même. travaillé. Oui. J'ai travaillé. Bon, disons que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont proposé des trucs que j'ai aimé faire. D'accord. Bon, j'aimais bien les gens, j'aimais bien les trucs qu'ils me proposaient. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez travaillé avec des grands réalisateurs et fait des projets assez incroyables, parce que vous avez quand même reçu 3 Molières, notamment. Ah oui. Donc ça, c'est par hasard aussi? C'est pas moi qui ai décidé d'avoir un Molière. Mais vous avez travaillé, Judith, quand même. Non, mais attendez, j'ai pas travaillé en me disant « Oh, je fais ça parce que je vais avoir un Molière, puis après j'aurai mon petit Molière. » Non, pas du tout. Ça m'est tombé dessus. Ouais. J'étais flattée, honorée, très contente. Bon, très bien. Donc, puis voilà. Ok. Vous avez 98 ans, Judith Magre. Ah oui, il n'y a pas de quoi être content. Ouais, ça vous plaît pas? Ah, pas du tout. D'accord. Mais vous avez quand même une énergie impressionnante et vous montez sur scène seule. Je suis pas seule, puisque je suis avec Eric Tolo. Oui, mais bon, quand même, on c'est est tous vous les qui deux. tenez le spectacle. Oui, pour que si vous voulez, tant que je peux le faire. C'est quoi? C'est la passion qui vous donne envie? Ou c'est encore par hasard? J'ai pas envie de m'embêter. D'accord. Alors, moi, je me suis jamais embêtée en faisant mon métier. Donc, je continue à ne pas m'embêter. Vous avez bien raison. Alors, dans cette époque, aujourd'hui, tout va très vite, Judith Magre. Le sens, il se dilue un peu, il y a moins de sens aux choses. Et vous nous rappelez quand même l'essentiel, même si c'est par hasard. Vous nous rappelez en déclamant Apollinaire. Écoutez, moi, je ne pense pas à la nécessité de l'époque. Je pense que ça me plaît de faire ce que je fais. Et je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est nécessaire, ça fait du bien. » Non, je pense à mon propre plaisir et à ce que j'ai envie de faire. D'accord, donc en fait, ce que vous le faites par plaisir pour vous et par hasard, si on résume tout ça. Oui, et puis à la suite de ça, j'espère que ça fait plaisir aux gens d'écouter un beau texte. J'essaie de le dire le moins mal possible. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que quand même, choisir Guillaume Apollinaire, qui est un poète qui était un poète un peu résistant, justement, il résistait par la beauté. Est-ce que ça, vous en avez conscience, que c'est quand même un choix particulier, Guillaume Apollinaire? Écoutez, avant, j'ai fait un spectacle en disant Baudelaire. Oui. Avant Racine, c'était pas mal non plus. Bien J'ai sûr. autant choisir des auteurs qui écrivent des choses magnifiques que des auteurs qui me plairaient pas. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Alors, sur cette idée de résistance, l'art comme une résistance, Philippe Perrin, vous résistez vraiment, et c'est pas par hasard. D'abord à travers vos œuvres d'art frontales, qui défilent énormes, on en reparlera tout à l'heure. Et puis avec votre album Punk Flamingo, c'est un cri rock en fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous résister, Philippe Perrin? Oh, les questions, ça commence comme ça, c'est violent. Oh putain, vous êtes durs tous les deux. Résister, Parlons vrai sur Sud Radio, là. Oui. Allez, on y va, on répond je suis à comme la Judith, question. je fais des trucs. Vous allez me faciliter la vie un peu ou pas, ou jamais? Voilà. Non, je fais des trucs comme ça juste parce que j'en ai envie, j'ai rien à dire. D'accord. C'est pas du tout pour emmerder le monde. D'accord. Non, résister, déjà, c'est déjà, ça commence par penser des choses et vouloir les dire. Ouais. Déjà, on pense des trucs. D'accord. On regarde. On pense peut-être qu'il y a des choses qui vont pas et on a peut-être envie de dire que ça va pas. Et moi, je suis né dans des quartiers de banlieue, machin, tout ça. Donc voilà, de toute façon, quand on est né comme ça, on résiste déjà à la naissance où on est né. Donc je connais que ça finalement. Et puis je suis un grognard, quoi. C'est comme ça. D'accord. Résister, c'est dans ma nature et me battre aussi. Et du coup, en fait, le médium que vous avez choisi pour résister... J'ai toujours aimé le rock. J'en ai fait dans les caves quand j'étais môme, etc. À Grenoble, il n'y avait pas grand-chose. La possibilité pour moi d'échapper à la justice ou à l'armée ou à l'usine, c'était les Beaux-Arts. Je suis allé aux Beaux-Arts et ça s'est fait petit à petit comme ça. Mais je chantais dans des caves en même temps, du garage. Et finalement, c'est aussi l'art contemporain. Les Beaux-Arts, l'art contemporain, machin, ça l'a emporté. Mais parce que je vois les choses de la même manière. Quel que soit le médium, en fait, musique. Ouais, je m'en fous, je peux passer d'un médium à un autre. Et j'ai conçu un album comme on conçoit une exposition personnelle, finalement, avec 11 œuvres
majeur. Bah oui, ouais, avec 11 œuvres dans un espace blanc, quoi, qui est une pochette de disque. Et je conçois vraiment ça comme ça. Donc je l'ai conçu, c'est mon expo personnelle de cette année, parce que je fais des expositions de groupe, évidemment, etc. Il y en a plusieurs en ce moment. Les expositions personnelles. Vous êtes où en ce moment, par exemple? Il y a une exposition une exposition collective assez sympa dans la basilique de l'Effinge, chez les Flamands, nos amis flamands. Middelkerk, je crois exactement. Ouais. Une exposition en ce moment là à Dijon, dans une médiathèque, à propos d'Elvis Presley. Voilà. D'accord. Hein. Donc tout ça est en lien quand même. Hein. Oui, bien sûr. Et cette année, l'exposition personnelle, moi, une exposition personnelle, ça me prend du temps, quoi, parce que je veux faire ça bien. Je suis un peu comme Judith, il faut faire les trucs, mais les trucs bien. Ouais. Tout qu'on aime et donner du besoin aux autres, tant qu'à faire, ou du plaisir, ou des questions à se poser. Bien sûr. Et sinon, ça sert à rien, on fait de la déco, puis c'est tout, quoi. Ouais, bien sûr. Et l'album, je l'ai conçu comme ça, donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps. On en a déjà parlé. Oui, on a déjà fait une émission ensemble, effectivement, il y a quelques temps. On en avait fait une émission il y a quelques temps, on avait abordé le sujet, j'étais en train de réaliser l'album. Et voilà, il est sorti, tout à ça y est. fait. Alors Judith Magre, juste un petit point quand même, on a envie de savoir, est-ce que vous, c'est par hasard aussi que vous êtes tombée dans la comédie? Comédie. Vous êtes comédienne? Oui, dans le théâtre, quoi. Oui, dans le théâtre, si vous préférez. Oui, c'est un peu par hasard. Oui. Comment ça s'est passé? C'est un peu par hasard. Enfin, en réalité, quand j'étais très jeune et que je voulais être prof de philo, quelle drôle d'idée, puis je suis tombée dans Match sur une photo de René Simon qui était entouré de très belles filles. Enfin, de ses élèves. Et je me suis dit, c'est formidable. Peut-être que ça me rendra belle d'aller chez un monsieur qui entoure. C'est peut-être lui qui rend les gens beaux autour de lui. Et c'est venu comme ça, donc j'ai lâché la philo, je suis allée chez René Simon. D'accord. Ce qui est agréable quand on vous écoute, malgré, excusez-moi de le répéter, l'immense carrière que vous avez fait, c'est votre légèreté, Judith Magre. Pourquoi vous voulez c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit être comme du plomb. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Oui, j'ai reçu des comédiennes très jeunes qui sont bien plus graves que vous. Mais vous savez que moi aussi, je peux être grave et sérieuse. Allez, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez C'est excellent. On est avec la mythique comédienne Judith Magre et l'artiste rock Philippe Perrin. Et bien ici, se croisent les trajectoires, vous l'aurez compris. Vous restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Sud Radio, c'est le bon réflexe. Et à cette heure-ci, vous le savez, c'est excellent. Avec moi ce soir, la comédienne Judith Magre, à l'affiche de Judith Magre, dit Apollinaire, au théâtre de Poche Montparnasse à Paris, avec Éric Nolot. Et puis l'artiste contemporain et musicien Philippe Perrin, et puis son nouvel album Punk Flamingo. D'ailleurs, on écoute ça. Du haut des buts de Chaumont à celle du cœur sacré, les Apaches se répondent par signaux de fumée. Ménilmontant, mais oui madame, les Apaches ont les dents acérées comme des lames. C'est Paname. Magnétique, y a des types qui tactiquent à ta porte. Euphorique, magnifique, t'es en slip et à bloc. Traumatique, atomique, horrifique, hystérique. Oh mon amour, oh mon bijou, doux. Tourne manège, mon joli manège, tourne et retourne doucement. Emmène-nous sur tes chevaux de neige au pays de... C'est punk, c'est rock, ça déménage. Philippe Perrin et son Punk Flamingo sur Sud Radio. Dis donc, ça groove, hein. Ça groove. C'est bien. C'est dans la basse, quoi. Hein? C'est le but. Voilà. Philippe Perrin, c'est le Philippe Perrin Project, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout fait. C'est ça. Tout, de A à Z. Ouais, quasiment. D'accord. Il y a de la production, tout ça. Oui, on imagine. Alors, si vous voulez, pardon. Allez-y, je vous en prie. J'en avais marre d'entendre de la musique qui me faisait chier, en parlant poliment. Parlons vrai sur Sud Radio. Ouais, c'est ça.
Et puis de l'autotune, en veux-tu, en voilà, etc. etc. Puis à un moment, je me suis remis à la musique, puis je me suis dit, ça suffit, à un moment, il faut qu'il y ait des choses qui se passent un peu. On va refaire du rock, on va refaire des trucs. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Oui, rapprochez de moi. Et puis je me suis remis à ça, et puis comme on disait tout à l'heure, je peux passer d'un support à un autre, je vois ça un peu de la même manière. Je me suis remis à jouer de la guitare, je me suis remis à jouer de la basse, j'en jouais plus. Donc, je suis vite revenu jusqu'à ce que je recompose des titres et que etc., que je fasse mes maquettes, mes trucs chez moi, etc. Et donc je fais les basses, les guitares, les compositions, les voix, les textes, bien sûr. Et ensuite on est passé en studio avec Philippe Paradis. Un ingé son connu qui a bossé avec, qui a réalisé des albums genre Christophe, Tiefen, etc. Et donc on a mis tout ça, on a donné du volume et de la puissance à tout ça, et on a fait les voix aussi en studio, parce que là, il fallait aussi faire ça. Et ensuite on a fait masteriser par un grand monsieur qui s'appelle Mike Marsh, en Angleterre, qui a fait de Massive Attack à Rachita, en passant par Depeche Mode, etc. Björk, tout. Voilà, tout. Donc ça donne du son à la fin. D'accord. Et alors, comment en fait, d'abord, vous commencez par le texte, vous commencez par la composition. Alors, il n'y a pas de règle. Ça peut être une ligne de basse, ça peut être une phrase, ça peut être n'importe quoi. Et après, c'est la nuit. La nuit, je dors pas. Je cherche et j'emboîte. Je connais pas les notes. D'accord. Je connais pas les notes en musique. Tout est en impro. C'est du garagement, moi. Ok, d'accord. Donc tout est pas en impro non plus, mais je réfléchis la nuit, je trouve les mélodies, elles s'emboîtent et le matin je peux les jouer. Parce que je dors jamais. Vous travaillez la nuit, quoi. Parce que je m'auberge tout le temps. Ouais. D'accord. Et alors, il y a cette interprétation du générique du Manège enchanté pour ceux qui étaient nés. J'ai tournicoté, tournicoton, le Manège enchanté. Pourquoi le Manège enchanté ? Parce qu'en réécoutant les paroles du Manège enchanté, je me suis aperçu qu'ils devaient être tous défoncés à l'époque. Ok, d'accord. Tourne-manège sur des chevaux de neige au pays de l'enchantement, c'est quand même baston, quoi. Donc je sais pas quoi y tourner, c'est un peu comme les Shadocks. Les mecs devaient prendre pas mal de substances, et je trouve ça plutôt drôle. Et en même temps, bien sûr, ça projette ça a marqué plusieurs 3 générations au moins en arrière. Et puis là, on a écouté un petit passage, mais quand ça monte à la fin, ça devient vraiment violent. Et l'album finit là-dessus, et là, on fait... Qu'est-ce que vous cherchez à nous dire ? Qu'on peut toujours dire des choses, qu'on peut toujours en faire des nouvelles. Parce que cette époque vous ennuie profondément, non ? Non, il n'y a aucune époque qui m'ennuie. Non, parce que ça, c'est des trucs de vieux, ça. Des époques qui nous ennuient. Qu'est-ce qui les vous gens ennuie, deviennent cons, on le sait, l'époque est emmerdante, on le sait. Le niveau scolaire, il aura des pâquerettes, c'est pas pour rien. Les téléphones, les marches, les gens vivent dans un téléphone. Donc, évidemment. Donc, résister, justement, c'est faire des choses. On posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que résister ? Résister, c'est justement faire des trucs qui sortent un peu des sentiers battus, et en disant des mots. Il y a des gens qui pensent de cet album que je dis des choses, justement, que on dit plus grand chose dans les musiques qu'on écoute en ce moment, à part des trucs à la con, les flics, machin, tout ça. Ça va. On connaît par cœur. Après, dire des choses avec un peu des formes un peu poétiques, jouer avec les mots, et puis porter du sens, mais pas au premier degré non plus. Ça peut être des sous-entendus. C'est un travail d'écriture, et c'est un travail que j'aime faire aussi. Alors, il y a quelques reprises dans l'album aussi, si je ne m'abuse, dont Johnny Cash, déjà. Oui, alors ça, c'est une petite référence. On va reprendre Johnny Cash au milieu, quand même. C'est obligatoire, quoi. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux qu'Elvis, dans ce sens-là. On monte les affinités rock. Pourquoi Amanda Lear ? Amanda Lear, parce que j'adore ce titre. Et j'avais envie de le rock'n'roller, quoi, de balancer des grattes dessus, un morceau disco, parce que c'est la mode aussi du disco, qu'on fait un peu de disco aussi, n'importe comment, c'est pareil. D'accord. Donc j'avais envie de faire un disco à ma façon, mais une reprise. Un truc plus cousu, quoi, j'ai envie de dire, en fait. Ouais. Et puis à la fin, le Manège enchanté dont vous parliez, qui sert à clore l'album et à rester assis dans le fauteuil avec hésitation. Alors, la pochette, c'est un hommage notamment à des albums d'Elvis, mais aussi des Clash. C'est grosso modo le lien entre l'héritage du rock et sa modernité, quoi, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vous, quoi. En fait, c'est oui, c'est ça. D'accord. La typographie reprend l'album éponyme Elvis Presley de 56. Tac. Pour ceux qui connaissent pas, qui connaissent juste l'album des Clash, London Calling, ça vient de l'album Elvis Presley. Et j'ai repris cette typographie pour le Punk Flamingo, qui fait donc référence à ces deux albums mythiques. Et le mien s'inscrit dans la continuité. Et alors le rock, c'est quoi ? C'est une philosophie de vie ? Oui, je pense que finalement, je m'aperçois, et des gens commencent à le dire, que finalement, je fais du rock depuis toujours. C'est-à-dire que mes œuvres sont du rock, plus que je fais du rock là maintenant. C'est finalement, Philippe Perrin fait du rock, et par là, il y a des œuvres, il y a des sculptures, il y a des peintures, des photos, des dessins, et évidemment, maintenant de la musique. On a l'impression que vous cherchez à nous réveiller un peu.
secouer, quoi. Je pense que je cherche d'abord à me réveiller moi-même et par là même à me réveiller les autres aussi. Ouais, il faut qu'on se réveille quand même. C'est un cri, quoi, un petit cri quand même. Hein. C'est important, non, de crier. Il faut crier un peu quand même. Regarde ce qui se passe autour de nous, dans le monde et tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ça fait chier, quoi. C'est pas terrible tout ça. Donc, il faut quand même crier un peu. Ça sert pas à grand chose, mais au moins ça fait du bien déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, Judith Magre? Est-ce que vous pensez que ça fait du bien de crier et que c'est nécessaire aujourd'hui dans cette époque? De crier? Oui, c'est ce que raconte Philippe depuis tout à l'heure. Oui. Ouais, lui, il crie, crie pour résister, il crie pour dire des choses. Et vous le faites plus dans la douceur, mais vous avez une énergie. Je vais vous dire, si on a envie de crier, on crie. Si on n'a pas envie de crier, on crie pas. Mais on peut aussi varier. On peut avoir quelquefois envie de crier, et puis quelquefois, on n'est pas toujours linéaire. On n'est pas toujours pareil. On n'a pas toujours les mêmes envies. On vit pas les mêmes choses. On n'est pas dans le même pays. On n'a pas. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Donc on n'a pas la même voix, on n'a pas la même envie de s'exprimer suivant les jours, les suivant humeurs. plein d'éléments extérieurs. Bien sûr. Il m'arrive même de faire des petits dessins tout doux. C'est vrai, ça? Eh ben oui. C'est en pyrogravure quand même, c'est brûlé. D'accord, oui, c'est ça m'étonnait tout d'un coup. Je rappelle aux auditrices, aux auditeurs quand même, Philippe Perrin, ce que vous faites, parce que vous faites des sculptures monumentales. Vous avez fait notamment une couronne d'épines de Jésus en métal qui est énorme. Une couronne de fil barbelé, pas de Jésus. De fil barbelé, tout le monde croit que c'est Jésus, excusez-moi de vous le dire. On pense à Jésus forcément parce qu'elle était installée dans le cœur de l'église Saint-Eustache pour la Nuit Blanche de 2006. Voilà, merci. Exactement, elle est connue pour ça. Vous faites aussi des grands scalpels, des flingues énormes, vous faites des jouets expos d'enfants agrandis. Voilà, et puis vous faites des expos où, par exemple, vous en avez fait une sur Mérine où il y a la voiture criblée de balles. Une reconstitution de la voiture de Jacques Messrine pour la Biennale de Lyon de 1991. Voilà, merci. Et est-ce que quand vous écrivez une chanson ou quand vous composez un album comme vous venez de le faire, est-ce que finalement c'est le même process que créer une œuvre Oui, c'est le même process. J'ai retrouvé, par rapport à des œuvres, je n'aime pas tellement le mot parce que je le trouve prétentieux, des choses, des trucs, comme dirait Judith, des trucs que j'ai fait l'année dernière, et j'ai retrouvé une vieille image dans mon téléphone qui date de 2015. Ça veut dire que ce truc-là était en train de macérer depuis 11 ans. D'accord. Et finalement, je l'ai fait l'année dernière, tu vois. Et ça se passe comme ça, les choses. Et moi, je travaille, je pense que beaucoup de gens comme ça, c'est la tête qui mûrit, les projets mûrissent dans la tronche, à un moment, quand c'est prêt, moi, ça sort comme ça, paf, et puis on envoie, quoi. Et par contre, il faut que ça aille vite. J'ai pas le temps. D'accord. Donc vous prenez beaucoup de temps, mais après, quand vous lancez... Oui, c'est lent, ça mûrit, et quand c'est prêt, faut qu'on y aille, c'est ça. D'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est que, est-ce que la discipline, vous l'avez forcément, puisque c'est un mélange d'audace et de discipline de créer tout seul tout un produit comme ça, énorme, en fait. Oui, bien sûr, non, mais c'est sûr qu'il faut faire des choix. C'est quoi, faut c'est la décider régularité? De travailler régulièrement, Ouais, bien sûr, quand même qui écrit un bouquin, quand même, Il y a des mecs qui écrivent de 8h du matin à 18h et qui après prennent une gin tonic et passent à autre chose. non, mais voilà. Mais oui, il faut un moment se concentrer sur un truc et on peut pas faire 10 choses en même temps. On peut faire 2, 3, bricoler. Mais non, l'album, à un moment, c'est tu t'investis, tu fais un truc, tu bosses dessus. Quand t'as des moments de solitude chez toi, t'en profites pour faire des guitares, etc. Tu t'organises des plannings c'est obligé. C'est un peu la même chose quand on travaille un spectacle, Judith. Comment est-ce que vous apprenez tous les textes, par exemple? Comment vous travaillez avant de monter sur scène? Je répète, je lis. Et puis il y a un moment où ça finit par rentrer. Mais c'est le côté un peu emmerdant, quoi, d'apprendre par cœur. Ouais, vous aimez pas ça? J'aime pas ça. Il faut le faire. Personne ne doit aimer ça. Et puis, est-ce que vous vous en souvenez après? Comment? Quand le spectacle s'arrête, est-ce que vous continuez à vous souvenir des textes? Pas du tout. Peut-être que je m'en souviendrai si j'avais envie de m'en souvenir, mais je n'y pense plus. Une fois que c'est fini, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini, vous avez plus envie. Quelquefois, il y a des pièces que j'ai reprises à d'autres saisons. C'est sûr que c'est plus facile de s'en souvenir que si on l'avait jamais joué, mais enfin... Vous réapprenez quand même comme si c'était une première fois dans ces cas-là, quoi. Oui, je fais ce que je peux. Enfin, il n'y a pas deux façons de travailler une pièce. Il n'y a pas deux... c'est jamais de la même façon, c'est jamais avec les mêmes metteurs en scène, c'est jamais avec les mêmes partenaires, c'est jamais avec... Si, toujours le même plaisir. Moi, je n'ai jamais travaillé qu'avec des gens que j'aimais. Ça, c'est le plus important. J'ai eu beaucoup de chance.
Merci d'avoir choisi Sud Radio, chers auditrices, chers auditeurs. C'est un choix éclairé, puis forcément excellent. Hein. Vous écoutez la comédienne Judith Magre et l'artiste rock Philippe Perrin. On vous revient, hein, évidemment, après une courte pause. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent comme tous les dimanches ce soir pour vous. 2 façons de faire vibrer les mots. La comédienne légendaire Judith Magre sur scène dans Judith Magre dit Apollinaire. Tous les lundis au Théâtre de Poche-Montparnasse. Et puis Philippe Perrin qui est artiste contemporain et son nouvel album rock parce qu'il fait de la musique aussi, un punk flamingo. Alors Judith Magre, je voudrais faire découvrir aux auditeurs qui connaissent pas un petit extrait d'un grand film avec vous. C'est un de vos premiers films. C'est parti. Vous allez me faire le plaisir de dîner avec nous et de passer la nuit ici. Mais pourquoi diable ton mari l'a-t-il retenu? Moi je trouve bête et prétentieux, c'est le type même de garçon qui me tape. À nos amours, ma chérie. C'est un extrait de Les Amants, le film de Louis Malle, Oui. qui est sorti en 1958, où vous jouez avec Jeanne Moreau, notamment Jean-Marc Bory, Alain Cuny, et vous, Judith Magre. Votre rôle, c'est l'ami du personnage principal, vous appelez Claire. C'est un film qui a eu un Lion d'Argent au Festival de Venise, qui est devenu culte, qui était sensuel et transgressif et qui a marqué vraiment un tournant dans le cinéma français parce qu'il est au tout départ de la nouvelle vague, c'est un précurseur de la nouvelle vague en fait. Est-ce que vous avez eu conscience déjà à l'époque de participer à une petite révolution? Puis on a envie de savoir comment ça s'est passé, pareil. Est-ce que c'est une rencontre par hasard? Écoutez, ça s'est passé que Louis Malle m'a demandé de jouer ce truc-là. Ouais. C'était quelqu'un d'extraordinairement intelligent, cultivé, adorable. C'était avec Jeanne Moreau, c'est pas rien du tout. Ah bah non, c'est exactement ce que je vous dis. Ouais. Ouais, c'est pas... J'étais très contente, et puis voilà, point final. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était un film qui allait devenir... Enfin, après, sur le moment peut-être pas, mais par la suite c'est devenu un film référence, parce que c'est un des premiers films sensuels et transgressif du cinéma. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous apparteniez à cette nouvelle vague, en fait, justement? Je me rends pas compte de grand-chose dans ce genre de... Je veux dire... Non, je vis les choses d'une façon assez inconsciente, où ça me fait plaisir, où je passe à côté, je n'y pense pas. Mais je me dis pas, je donne pas des bons points aux choses. Mais c'était une époque où c'était quand même une explosion de liberté, quoi. Il y avait des. Vous savez, moi je me suis toujours sentie libre. Alors l'explosion, elle était peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Moi, j'ai explosé toujours. Ah, ok, ça n'a jamais été un sujet, quoi, pour vous. En fait, vous avez jamais fait les choses dans une volonté d'exploser ou de dire votre mot, quoi, d'imposer votre parole. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Moi, il y avait des gens qui me plaisaient, qui me demandaient des choses. Ça me plaisait de le faire. Je n'ai jamais été contrainte, forcée. Et puis, ça aurait été difficile de me forcer. ça c'est plutôt bien d'ailleurs. Enfin, on fait des choses emmerdantes de temps en temps quand même. Oui. Ouais. Emmerdant, des trucs. Enfin, il y a des trucs qui vous tombent sur le. Il y a des trucs qui vous tombent sur quelques malheurs, quelques. Bon. Ça, c'est la vie, quoi. Oui, c'est la vie. Il faut faire avec. Philippe Perrin, ces années 50-60 dont on parle, c'est une explosion créative aussi au cinéma avec les films précurseurs et puis la musique avec l'émergence du rock, justement. C'est le début du gros rock d'Elvis Presley, quoi, on va dire. Est-ce que c'est une période qui vous intéresse et une période fondatrice pour vous aussi? Les années 50, c'est pas une période qui m'intéresse. 50-60, j'ai dit. 50, voilà. On commence par 50. D'accord. Qui m'intéresse pas plus que ça, j'étais pas né, donc je peux pas tellement en parler. Bien sûr que oui, la musique, le rock, le machin, etc. Quand je suis né dans les années 60, en 64. Quand j'ai grandi, mon père écoutait bien sûr Bill Haley, Gene Vincent, et tout comme ça sur son Tépaz, le Tépaz familial. À partir de là, c'est une musique qui m'a bercé, le rock de mon enfance, le rock de mon père. Et puis après, on a eu les babas qui nous emmerdaient un peu avec leur musique, mais on faisait ce qu'on pouvait, on écoutait ce qu'il y avait. Et puis le punk rock est arrivé, et ça c'était pour nous. On avait le même âge, c'était bien, c'était chouette, c'était parfait, c'était fait pour nous, c'était ce dont on avait besoin, c'était ce qu'on attendait. Les Clash, les Sex Pistols, et Blondie, etc., etc. Et ça, c'était une vraie révolution aussi.
Alors moi, je suis pas née en 1950 ni en 1960, mais c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Oui. Oui, ça, moi aussi, bien sûr. Oui. Non, mais il se passe des mille choses au cinéma, en musique, etc. Bien sûr, c'est révolution. Bien sûr. C'est passé. C'est un peu ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, là. Voilà. C'est quoi votre première œuvre? La toute première. La toute première. Ouais. Philippe Perrin. Je crois que la toute première, c'est celle qu'on considère comme la toute première. Alors, ce serait quoi? J'étais peut-être encore aux Beaux-Arts. C'est peut-être une série de photos que j'avais fait, Ouais. Et vous, Judith Magre, c'est quoi votre première scène? Vous vous en souvenez? C'est la première fois que vous êtes montée sur une scène de théâtre. Oui, je m'en souviens. Alors, racontez-nous. C'était à Innsbruck. Ouais. C'était René Simon qui m'y avait envoyé, qui m'avait dit, tu veux pas aller à Innsbruck? Oui, d'accord, je vais à Innsbruck. Et ma première, je ne sais plus quelle pièce je jouais, ça devait être très charmant, mais j'avais un petit tailleur, un petit canotier, une petite ombrelle, et ma première entrée en scène, la toute première de toute ma vie, je me prends les pieds dans le tapis, pouf, j'ai fait un vol plané, l'ombrelle d'un côté, le chapeau de l'autre. Je me suis dit, j'y reste. Comme j'ai rigolé, tout le monde a cru que c'était dans la mise en scène. Voilà, ça a été mes débuts. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, quand il nous arrive un accident comme ça de parcours sur scène ou dans la vie, si on fait comme si c'était normal et qu'on rigole et qu'on accepte en fait l'erreur, on va dire, et ben finalement ça passe comme c'est un peu comme ça, quoi. Oui, enfin ça dépend. Il m'est pas arrivé souvent quand même de faire un vol plané en entrant en scène. Vous n'avez pas fait trop mal? Non, ça fait pas mal d'ailleurs. D'accord. Mais j'étais très souple et musclé. Et quand il vous arrive... les choses ne se répètent pas. Ouais. C'est jamais deux fois pareil. Oui, c'est sûr. Les amours, ni le théâtre, ni les films. C'est quoi votre souvenir le plus marquant? Alors maintenant, c'était votre premier que vous nous avez raconté. Maintenant, votre souvenir le plus marquant, votre souvenir préféré sur scène, Judith Magre? Mon souvenir le plus marquant dans ce que j'ai fait? Oui. Non, ils sont tous marquants. D'accord. Il n'y en a pas un en particulier que vous avez envie de nous raconter aujourd'hui? À ce moment-là, on est encore là demain. Ah bon, d'accord. Bon. Eh ben, on n'en saura pas plus. Non, le souvenir le plus... Alors, Julien Duvivier, oui, avec qui j'avais tourné, comment ça s'appelait? Enfin, qui était un homme absolument merveilleux, extraordinaire. Et j'avais pris des places pour aller voir Titus Andronicus, que jouait Laurence Olivier et Vivienne Lee. Il n'y avait pas de place. Enfin, c'était un exploit d'avoir trouvé une place. Et le jour où je tournais avec Duvivier, il y a eu 2 heures supplémentaires. Et Duvivier a vu la tête que je faisais. Enfin, bon, c'était Monsieur Duvivier, je l'adorais. Bon, j'étais très contente de tourner. Mais il a vu que j'étais très, très triste. Il m'a dit, ma petite chérie, pourquoi tu es triste? Je lui ai dit, parce que je ne peux pas aller voir Titus Andronicus. Et le lendemain, il m'avait eu 2 places pour aller voir Titus Andronicus. Waouh, ça c'est un beau souvenir. Et ça s'oublie pas. Non, ça c'est sûr. C'est merveilleux, non? Merveilleux. Philippe Perrin, derrière votre provocation et votre recherche de cris, il y a quand même de l'esthétique aussi. Il y a plus que d'esthétique derrière la provocation. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être de la douceur, de la fragilité, quand même. Ça peut commencer par là, non? Ouais, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. Avant de crier, peut-être que c'est parce que on redoute des choses. Et quand on redoute des choses, c'est peut-être qu'on en ressent. Et puis après, on a du coup envie de crier ou de dire des choses. Et la question, c'était C'était juste ça, c'était une petite confession. À ça, voilà, merci. Oui, la confession est faite. et comment vous avez commencé du coup, vous avez fait les Beaux-Arts et tout, on a entendu, vous avez commencé par le rock et finalement vous êtes arrivé dans l'art. Pourquoi est-ce que l'art a pris le dessus au départ? Qu'est-ce qui a fait que c'était ça et pas autre chose d'ailleurs? Parce que l'école, c'était un truc qui était plus fait pour moi depuis quelques années, que j'y traînais comme j'ai pu. Je suis allé dans un lycée en seconde où il y avait un super prof de dessin qui, lui, était prof aux Beaux-Arts et qui a trouvé qu'il y avait sûrement quelque chose en moi à développer là-dedans. Et puis c'est comme ça qu'il m'a aidé à faire des trucs et des machins. Il n'y avait pas d'école préparatoire à l'époque pour faire les Beaux-Arts, etc. On y arrivait comme ça avec des feuilles canson.
Et de toute façon, ils allaient me virer du lycée parce que j'étais mort. Et puis mes parents voulaient me foutre à l'armée. Et puis moi, je faisais que des conneries. Ouais. Donc j'aurais fini en tôle ou on sait pas trop. Et les beaux-arts, c'était important. Donc c'était pas mal. Ça m'a bien aidé. Et la première sculpture monumentale, ça vous vient comment ? La première sculpture monumentale, c'est une idée que j'ai eue et que j'ai soumise à Daniel Echter, si on peut dire son nom. Oui, vous pouvez, Daniel. tout à fait. Et il me dit, j'aimerais quand même bien voir une maquette. Et c'est le premier cran d'arrêt que j'ai fait. J'avais envie de faire un objet comme ça, parce que j'étais dans les dessins, les machins, les objets, les trucs de la violence, les polars, toutes ces photos et installations que je faisais. J'ai eu envie de faire un grand couteau. Il me dit, mets-moi une maquette. Donc je suis allé chez lui avec un cartable. J'ai ouvert ce cartable, j'ai sorti une feuille verte pour symboliser celle de la pelouse, j'ai sorti un cran d'arrêt et je lui ai défoncé la table en plantant le couteau dedans. Je lui ai dit, voilà, tu l'as la maquette. Il m'a dit, bon, ça va, combien ça coûterait ? Et on l'a fabriqué, on l'a installé. Et ensuite, le premier, il faisait quoi ? Alors, il était 3,20 m de haut. Wow. Il l'a toujours, il m'a appelé, il a vieilli, mais c'est toujours un copain, j'ai vieilli aussi. Il m'a appelé justement il y a 3-4 jours pour savoir s'il fallait le repeindre, comment, etc. Et ça date de 92, un truc comme ça. Et après, c'est le début, en fait, de cette route de création où vous Oui, mais je faisais déjà beaucoup de choses. Oui, mais je parle du monumental. C'est là où il y a les sculptures qui apparaissent, quoi. Parce qu'avant, il y a beaucoup d'installations, de photos, surtout installations. Ouais. Photos, dessins, scandales. Et toujours la musique à côté. Toujours de la musique, toujours des installations, toujours de la musique dans les installations, dans les vernissages, toujours. Donc à un moment, j'ai eu envie de faire la mienne aussi pour ça. Eh ben, c'est beau. Allez, merci d'avoir choisi Sud Radio. Vous êtes en compagnie de la comédienne de légende Judith Magre et de l'artiste punk rock Philippe Perrin. Les lignes bougent, c'est excellent. Vous restez avec nous, c'est bientôt la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent d'être avec vous tous les dimanches sur Sud Radio à 19h. On est bientôt à la fin de cette émission, je vous l'ai dit, mais il nous reste encore quelques minutes. Alors avant votre toute nouvelle chronique Parlons de vous, qui termine désormais cette émission et qui donne la parole aux personnalités qui s'engagent. Mais pour l'instant, encore un peu de temps en compagnie de la comédienne Judith Magre, qui est à l'affiche de Judith Magre, dit Apollinaire au Théâtre de Poche Montparnasse à Paris, et de l'artiste contemporain et musicien Philippe Perrin, et son nouvel album Punk Flamingo. Alors autre nouveauté, chers invités, je vais tester sur vous. On va terminer toutes ces émissions maintenant par un portrait chinois sur mesure pour chacun de mes invités. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention, il faut des réponses courtes et spontanées. Courtes et spontanées. Ça va aller ou pas ? Vous êtes prêts ? On va voir. Ça va aller, Judith. Judith Magre, si vous étiez un poète, vous seriez qui ? Je serais sûrement pas un poète. Je suis pas doué. D'accord. Mais si vous vous projetiez comme ça, vous auriez envie d'être qui ? Non ? À tout hasard, Baudelaire. Ouais, c'est un bon choix. Philippe. Pourquoi pas ? Philippe Perrin, si vous étiez un objet détourné. Un objet détourné ? Ouais. Le chiotte de Marcel Duchamp. Ah voilà. Une pissotière. Si vous étiez un rôle au théâtre, Judith Magre. Le prochain. Philippe Perrin, si vous étiez un album culte. Oh, le mien, forcément. Bah oui, forcément. Bien sûr. Judith Magre, si vous étiez une époque artistique. Oh, vous séchez, dis donc. Oui, là, je sèche. Il n'y a pas une période que vous aimez plus qu'une autre ? Non, il y a des gens que j'ai aimés à certaines périodes. Alors, les gens que vous avez préférés ? Non, mais par exemple, si je pense simplement à la musique, moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans, quand j'ai découvert Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday et tout ça, ça a été un bouleversement. J'étais très, très, très jeune et je suis toujours restée amoureuse d'eux. Et j'en ai aimé d'autres après. Ouais. Mais ça a été mes premières grandes émotions. On aime toujours la musique qu'on découvre dans notre jeunesse. C'était formidable. Bien sûr. Philippe Perrin, si vous étiez une œuvre. Une œuvre Voilà, dis donc, la chapelle Sixtine, comme ça. Voilà. On a failli exploser la couronne dedans, mais il y a des gens à l'extrême droite du Vatican qui ont refusé de le faire. Donc on se demande pourquoi. C'est marrant. Judith Magre, si vous étiez un poème d'Apollinaire, vous êtes obligé de me dire votre préféré, là. Si je l'ai dit, je les aime tous, alors. Et si vous faut en choisir un, vous êtes obligé. Ça commence par quoi ? Je suis comme là. Sous le premier rabot, tombe la scène des deux amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine, tombe l'heure, les jours s'en vont, et je meurs. Non, c'est pas ça.
Et je demeure. Les jours s'en vont. Je demeure. Merci, le réal. Les jours s'en vont. Et je demeure. Et je demeure. Non, mais vous voyez. Vous voyez. Merci, Peut-être que c'est je demeure qui me dérange. Ah, ça doit être ça. Oui. Vous n'aimez pas ce mot-là? Elle le remplace par je meurs, c'est pas terrible. C'est-à-dire que quand je le dis, ça va dans... Mais là, tout à coup, à brûle pour point, je demeure, non, c'est pas marrant. Si vous étiez une arme, Philippe Perrin. Ah ouais, décidément. Ouais, je vais pas vous lâcher. Une massue du néolithique. Voilà. Ah, ok. Pour faire chier. Pour changer. Judith Magre, si vous étiez une émotion. Une émotion? Ouais. Je sais pas, le coup de foudre pour un mec. Ah ça, c'est une belle émotion même, la passion, quoi. Hein? Oui, enfin, oui. Oui, voilà. Philippe Perrin, si vous étiez un souvenir. Ouh là là, un souvenir. Mon Dieu, j'en ai tellement. Je voudrais les effacer. C'est le premier qui vous vient à la tête, là. Oh, le sourire de mon copain Rachid Tar, tiens, voilà. Ah ouais, un beau souvenir. Mon ami Rachid, voilà. Il nous manque, Rachid. Il nous manque, voilà. Merci à tous les deux. Merci Judith Magre. Merci à vous. Merci Philippe. Merci Judith, au pluriel. Merci Judith. Tout de suite, c'est votre nouvelle chronique. Parlons de vous et on parle de vous, chers auditeurs. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Parlons vrai sur Sud Radio, parlons de vous. La parole aujourd'hui est à Maxime Ayage, président du groupe Domia. Bonjour Maxime. Bonjour Judith. Bienvenue. Alors Maxime, votre sujet du jour, c'est l'enjeu crucial du maintien du crédit d'impôt. Alors juste un petit mot pour les auditeurs, c'est une mesure héritée de la réforme Borloo qui pourrait bien être le socle de l'équilibre social et économique de toute une filière et qui est constamment remise en question, c'est ça? Remise en question, il est normal qu'on se pose des questions sur des dispositifs de crédit d'impôt dans le contexte économique et budgétaire qui est le nôtre aujourd'hui et qui est tellement contraint. La question, c'est est-ce que ce dispositif est utile ou est-ce qu'il n'est pas utile? Est-ce qu'il coûte de l'argent et qu'il ruine le pays ou pas? Donc, c'est la question qu'on se pose et qui est normale en réalité. D'accord. Alors, quelques points d'abord. Il y a 4 millions de personnes qui utilisent ce dispositif chaque année en France. 4 millions de personnes, c'est beaucoup de monde. Et il y a 2 millions de personnes qui travaillent. Et ce qui est intéressant, parce qu'on s'est préoccupé de cela, c'est de savoir est-ce que finalement on coûtait de l'argent ou pas. Mais en réalité, on rapporte beaucoup plus d'argent qu'on n'en coûte et on a calculé que chaque euro de crédit d'impôt qui est alloué par l'État en rapporte 1,50 € au pouvoir public, ce qui représente un petit peu moins de 4 milliards. Tout simplement, alors quelle est la magie, quelle est l'alchimie? Tout simplement parce que le choix du consommateur, en réalité, est un choix soit de travailler avec des gens comme nous, comme Shiva, comme Academia, comme d'autres sociétés, ou bien de travailler de manière dans le travail dissimulé. Et l'économie du travail dissimulé, ça rapporte rien, ça ne fait que coûter. Et nous rapportons des cotisations sociales, de la TVA, des taxes, etc. Voilà pourquoi c'est une très bonne affaire pour les pouvoirs publics. Et il faut simplement que nos décideurs, nos députés, nos sénateurs, nos pouvoirs publics, qui sont bien souvent pas forcément suffisamment informés, les bien en tête. Et merci à vous, Judith, de porter l'éclairage sur ce sujet. C'est avec plaisir. Et pourquoi est-ce que c'est vital, du coup, pour l'avenir du secteur du service à la personne, mis à part le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de travail dissimulé, ça vous venez de le dire? Alors, c'est vital du côté du consommateur. C'est-à-dire que mettez-vous, Judith, à la place, vous utilisez un personnel de maison d'une société comme la nôtre, et puis on vous dit, vous avez un crédit d'impôt, voire un crédit d'impôt instantané, c'est-à-dire que vous ne payez que le montant après impôt, et je vais vous dire, c'est 30 € divisé par 2, ça fait 15. Donc vous planifiez votre dépense, et on vous dit, c'est 15 €. 15, et vous avez peut-être 10 heures. En moyenne, ça vous fait 150 €. Donc, vous avez planifié votre budget. Si maintenant, je vous dis, c'est plus 150, c'est peut-être 160, c'est peut-être pas grave, mais c'est peut-être 200, c'est peut-être 250, c'est peut-être 240. Vous dites, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bazar? Et là, vous avez complètement perturbé le marché. Vous allez dire, plutôt que m'embêter avec ces histoires où c'est tellement compliqué, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir la personne qui travaille avec vous, ou elle-même va peut-être venir voir, vous dire, écoutez, on va arrêter tout ça, c'est trop compliqué, c'est trop coûteux, ça change tout, et à ce moment-là, on va retrouver les mauvais réflexes. Et c'est ça, naturellement, la crainte, et c'est ça qui serait totalement destructeur. Alors, dans le passé, il y a déjà eu des situations comme celle-ci qui ont été faites où l'erreur consiste à croire que je garde les produits
diminuons les dépenses. La réponse est non. La réponse est non. On aura peut-être diminué la dépense, mais surtout, on aura beaucoup moins de produits, et ce qui fait que deviendra brusquement une très mauvaise affaire. Les gens retourneront au travail noir, les consommateurs ne seront plus contents, et tout ce qu'on a construit ici patiemment, qui est tellement qualitatif et qui finalement est une véritable fierté dans ce pays, puisqu'on est en train d'éradiquer ce fléau au bénéfice du consommateur et de l'emploi, mais aussi des finances publiques, serait remis en cause. Et c'est pour ça que je tire finalement cette sonnette d'alarme, comme on dit. Bien sûr. Et alors, il y a un truc à noter aussi, dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a une professionnalisation et un suivi de qualité qu'il y a quand on travaille avec un organisme tel que le vôtre, que ce soit d'ailleurs Shiva ou Acadomia, qu'il n'y a pas, évidemment, quand on a un employé qui n'est pas suivi ou qui travaille en dissimulé, quoi. Naturellement, c'est le sens même de notre métier. Votre métier, c'est vous êtes présentatrice, animatrice radio ou télé, c'est votre métier. Vous n'êtes pas là à faire du RH, recruter des gens, vous occuper, faire les fiches de paye ou pas d'ailleurs. C'est pas votre truc, vous savez pas faire. Bien sûr. C'est sûr. Non, mais c'est un métier. Oui, chez nous, chez Shiva, on recrute à peu près 2500 personnes par mois. Ça fait 24 000 par an. On s'occupe du suivi de 40 000 personnes tous les ans. Il y a un réseau de 700 agents. Ça veut dire que tout ça, c'est fait pour quoi ? Pour s'occuper de vous. Si quand vous rentrez à la maison, tout se passe bien, que votre personnel de maison est compétent, qualifié, que ça se passe bien, que votre fils a progressé à l'école, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas « j'ai de la chance ». J'ai eu un bon prof, j'ai de la chance, j'ai eu un personnel compétent. C'est que derrière tout ça, il y a tout un travail de formation, d'accompagnement, de recrutement et de la part de suivi vis-à-vis de vous. Voilà, c'est le métier que nous faisons et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est un travail qui est d'ailleurs que vous payez d'ailleurs. Bien sûr. D'ailleurs, je tiens à noter que c'est une réforme, donc on le rappelle, initiée par Jean-Louis Borloo, qui a vraiment structuré durablement ce pan de notre économie, qui est le service à la personne. En 2 mots, s'il vous plaît, Maxime Ayache. Alors en 2 mots, il faut se ramener dans des temps qui sont fort anciens. Plus de 20 ans, ça fait quelques années déjà. Et à l'époque, c'était que des petits boulots, que des petits jobs, du black. Et puis finalement, ce dispositif, c'était un dispositif où la vision du ministre, qui nous présentait il y a quelques jours, c'était de dire, finalement, je vais proposer des métiers qui sont plutôt, en termes de sociologie, exercés par des femmes, mais aussi pour les femmes. Parce que ce sont les femmes qui sont à la maison, ce sont les femmes qui ont cette responsabilité, qui en ont la charge mentale. Donc tout ce dispositif-là a consisté à accompagner finalement l'évolution de société. Et on se rappelle qu'à ce moment-là, de manière assez étrange, les entreprises n'étaient pas autorisées à travailler dans ce secteur d'activité. Et finalement, la grande innovation du plan Borloo, c'était de dire, vous, entrepreneurs, vous pouvez venir travailler dans ce secteur-là. Et regardez, on a fait des réussites formidables, que ce soit Acadomia, Shiva ou beaucoup de nos confrères. On a créé tout un écosystème dont tous les consommateurs français sont bénéficiaires, mais aussi les 2 millions de personnes qui nous accompagnent dans notre travail quotidien. Merci beaucoup, Maxime Ayache. Je rappelle que vous êtes président du groupe Domia. Vous aviez la parole. Parlons de vous. Merci, Maxime. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Merci à tous de votre fidélité à cette votre émission sur Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à 19h pour écouter évidemment de nouveaux destins excellents. Je vous conseille d'aller voir Judith Magre, dit Apollinaire. C'est au Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris. C'est en duo avec Éric Nolot et c'est tous les lundis jusqu'au 7 juillet. Et puis l'artiste total, Philippe Perrin, et son album Punk Flamingo, c'est sur toutes les plateformes, Philippe, c'est ça. Et puis on peut d'ailleurs retrouver vos œuvres et la majorité de votre travail sur philippeperrin avec 2r.com. Allez, je vous embrasse. À la semaine prochaine.